Alors aujourd'hui, on plonge dans l'univers piquant et franchement hilarant de Guy de Maupassant avec Les Dimanches d'un bourgeois de Paris. C'est une nouvelle qui nous offre une critique vraiment acerbe et très drôle de la société du 19e siècle. Tout ça à travers le portrait d'un employé parisien dont la petite vie bien rangée est sur le point de voler en éclats. Et ça nous amène à la question centrale de cette histoire. Que se passe-t-il quand un homme qui est complètement obsédé par l'ordre, la routine, se voit prescrire une bonne grosse dose de chaos? Eh bien, ce dilemme, c'est le cœur du récit et ça va complètement bouleverser la vie de notre protagoniste. Allez, on regarde ça de plus près. Et voici notre homme, Monsieur Patisseau. C'est un personnage dont la vie, jusqu'à présent, était réglée comme du papier à musique. Sauf que voilà, tout ça est sur le point d'exploser. Eh bien, malgré lui, il va devoir se muer en un improbable aventurier du dimanche. Ah, cette citation de Maupassant, elle résume tout, non? Elle capture vraiment l'essence même de M. Patisseau. Un homme de principe, oui, mais dont la logique, quand on la pousse à l'extrême, frôle carrément l'absurdité. C'est une description parfaite, en une seule phrase. Et là, à 52 ans, le coup près tombe. Un diagnostic médical terrifiant vient briser la petite routine de notre bureaucrate. La menace d'une attaque d'apoplexie. Ça le contraint à un changement radical. Fini le repos, adieu la tranquillité. L'ordonnance du médecin, elle a l'air toute simple. Mais pour Patisseau, c'est une véritable déclaration de guerre. Surtout le dernier point. Beaucoup d'exercices. Rien que ce mot le propulse dans un univers qu'il ne connaît absolument pas. Un monde hostile pour lequel il n'a aucune, mais alors aucune préparation. Le résultat promet d'être, disons, intéressant. Et c'est là que tout le génie comique de Maupassant entre en jeu. Face à ce concept si vague, l'exercice, Patisseau réagit comme le fonctionnaire qu'il est, avec une rigueur absolue. Pas question d'une petite promenade, non, non. Il se prépare pour une véritable expédition militaire, avec un équipement aussi ridicule qu'inutile. Des souliers en cuir de bison, une boîte d'asticots, on est en plein délire. Bon, on arrive maintenant au cœur du problème. Comment les rêves de campagne de Patisseau, ces grandes idées, vont-ils survivre à l'épreuve de la dure réalité? C'est ce qu'on va voir tout de suite, parce que la confrontation promet d'être brutale. Voilà, ce tableau résume parfaitement ses exploits. D'un côté, on a le rêve, l'aventurier intrépide, qui communie avec la nature, et de l'autre, la réalité, un homme qui glisse sur les cailloux, qui noie son déjeuner dans le vin et qui se perd lamentablement. Tout le comique vient de cette avalanche de maladresse. Mais attention, les ennuis de Patisseau ne sont pas que physiques. Après la nature, c'est au tour de la société de lui jouer des tours, ce qui va encore une fois démontrer son inadaptation chronique au monde extérieur, en dehors de son bureau. Il est invité chez son collègue, un certain Monsieur Boivin. Patisseau s'imagine déjà dans un cottage idyllique, un petit coin de paradis. La réalité? Une ruelle boueuse, un jardin de poche et l'accueil, disons, glacial d'une Madame Boivin qui semble tout droit sortie d'un cauchemar. Cette phrase, elle est terrible, mais elle résume à elle seule tout le désastre. Après un repas de reste et de lard rance, Madame Boivin les met littéralement à la porte, sans le moindre ménagement. Le grand rêve bucolique de Patisseau vient de s'écraser contre le mur de la réalité. On pourrait croire qu'il a touché le fond, mais non. Patisseau continue de creuser. Sa partie de pêche se transforme en véritable calvaire. Il a le mal de mer, sur la rivière, et il rencontre une sorte de philosophe qui vient au bord de l'eau exprès pour le plaisir de ne pas pêcher. L'absurdité est vraiment à son comble. Et voici le clou du spectacle, sa seule et unique prise. Un poisson minuscule qu'il n'a même pas attrapé par la bouche. Non, il l'a harponné par accident. Mais qu'importe, Patisseau est fier comme un paon et il le déguste le soir même. La gloire, enfin. Bon, après les déboires physiques, on passe à la joute intellectuelle. On entre maintenant dans la tête de Patisseau et de ses semblables. Un monde avec des règles bien précises et des certitudes absolument inébranlables. Le décor change et le ton de l'histoire aussi. La satire, qui était subtile jusqu'ici, éclate au grand jour lors d'un dîner qui va s'avérer mémorable. Les fondations de la pensée bourgeoise vont être secouées comme jamais. Et le premier assaut, il est lancé par ce fameux Emerad. Il s'attaque à l'image idéalisée de la femme, qui est un des piliers de la pensée de Patisseau. Avec des citations de philosophes à l'appui, il fait voler en éclats leurs convictions et sème l'indignation générale. La réponse de Patisseau est tellement révélatrice. Pour lui, la galanterie, ce n'est pas juste une coutume, non, c'est une forme de patriotisme. Cette confusion entre une simple convention sociale et une vertu nationale, ça illustre parfaitement son esprit formaté. Et là, le débat s'enflamme. Monsieur Radet s'attaque maintenant à un dogme intouchable, le patriotisme. Ses propos sur la guerre et la nation, pour les autres invités, c'est un véritable blasphème, c'est le scandale. En fait, à travers les provocations de Monsieur Raded, c'est Maupassant lui-même qui s'exprime.
Cette dernière partie du débat, c'est une critique sans aucune concession des fondements politiques et sociaux de la France de son époque. Alors, M. Randa expose ses principes politiques, tous plus subversifs les uns que les autres. Premier principe, la monarchie, le gouvernement d'un seul, c'est une monstruosité. Bon, le ton est donné. Deuxième principe, le suffrage restreint, où seuls les riches votent, c'est une injustice. Là, on pourrait se dire que Randa est un grand démocrate. Mais attention, sa logique est bien plus tortueuse que ça. Et voilà le coup de grâce. Troisième principe, le suffrage universel est une stupidité. Pourquoi ? Parce qu'il donne le pouvoir à ce qu'il appelle la multitude des imbéciles. C'est une attaque frontale contre absolument tous les systèmes politiques. La conclusion de Rad ? Il se déclare anarchiste. Pour Patisseau et les autres, c'est le choc. Ils sont abasourdis. Toutes leurs certitudes viennent d'être pulvérisées et ils se retrouvent face à un vide intellectuel vertigineux. Et finalement, cette histoire, qui a plus d'un siècle, nous tend un miroir. Le conformisme de Patisseau, ses angoisses sociales, ses idéaux complètement déconnectés de la réalité, est-ce que ce n'est qu'une relique du passé ? Ou est-ce que, finalement, les bourgeois de Paris de Maupassant peuplent encore nos dimanches ? La question reste ouverte.